Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un événement économique qui a été assez peu commenté dans les médias. Il a été masqué en fait par le flot d'informations sur les banques, sur les problèmes de Crédit Suisse, de SVB, d'autres banques, sur l'instabilité du système. Et pourtant, à mon avis, c'est un événement majeur qui est particulièrement important, c'est la taille du bilan de la Fed. Donc, vous savez que depuis le début de l'année 2022, la Fed a engagé à la fois une politique de hausse des taux et de resserrement donc des liquidités qu'elle injectait sur le marché en réduisant la taille de son bilan. Donc on est passé, vous voyez ici, on était en mars 2022, on a culminé même en avril à 8,96 trillions de dollars, 8 965 milliards. On est tombé le 8 mars 2023 à 8 342 milliards de dollars. Et après les problèmes de SVB et de Crédit Suisse, il y a eu un brutal changement de cap. La Fed a injecté plus de 300 milliards de dollars de liquidités sur les marchés, c'est-à-dire qu'elle a effacé en moins d'une semaine, puisque ça s'est fait sur les derniers jours, à pratiquement la moitié de son programme de resserrement de liquidités qu'elle avait engagé depuis à peu près un an. Donc c'est un événement qui est vraiment majeur, qui se fait à un rythme très élevé, un rythme qui est comparable en fait à ce qui s'était passé pendant la crise du Covid. Vous voyez qu'on avait aussi à ce moment-là des hausses de l'ordre de 300 milliards par semaine. Ça avait été même un peu au-delà ensuite. On avait atteint 400, 500 milliards par semaine, donc un accroissement du bilan très rapide. Et c'est un rythme qui est même un petit peu supérieur à ce qui avait été engagé pendant la crise financière de 2008-2009 après Lehman Brothers, donc en septembre 2008. La Fed avait augmenté la taille de son bilan d'à peu près 300 milliards par semaine, un petit peu moins de 300 milliards par semaine. Alors c'est une action qui n'a pas de précédent vraiment connu, en dehors peut-être de la crise du Covid. J'attendais en fait une entrée en crise plus classique, donc type 2008, c'est-à-dire je pensais qu'on allait entrer en récession relativement normalement, que progressivement on aurait des conditions financières et économiques qui se dégradent et qu'une fois que, au bout de quelques trimestres, une fois que les conditions seraient suffisamment dégradées, on aurait des signes de tension sur le système bancaire et la Fed à ce moment-là qui prend ses décisions de changer complètement de cap, baisse des taux, reprise de l'injection de liquidité. Et à ce moment-là, j'avais dit, il faudra changer ses positions en cash pour réinvestir en actifs tangibles, comme on aurait pu le faire par exemple en 2009. Le souci, c'est que là, la récession n'a même pas réellement commencé, même si on a pas mal d'indicateurs qui se dégradent aux États-Unis et en Europe, mais on ne peut pas dire qu'on est franchement en situation de récession maintenant. Et on a d'entrée de jeu de grosses tensions qui apparaissent sur le système bancaire et qui conduisent la Fed à adopter déjà les mesures qu'elle avait adoptées au paroxysme de la crise 2008-2009, c'est-à-dire en septembre 2008, avec exactement la même chose, donc hausse rapide de la taille de son bilan. On peut même penser que les baisses des taux vont suivre rapidement et à un rythme accéléré. Vous voyez ici le taux à un an qui a perdu quand même 100 points de base en l'espace d'une semaine. C'est vraiment énorme. On est passé de 5,18% à 4,19%. Donc ça, c'était juste sur une semaine. Là aussi, c'est un très très gros mouvement et on peut aussi penser que la situation d'inversion de la courbe des taux qu'on avait sur le 10 ans moins 2 ans, on était en dessous de 100 points de base. On pourrait repasser au-dessus du zéro maintenant en l'espace de moins d'un mois si on continue au rythme actuel. Donc tout ça évolue très vite. On a aussi ici l'indicateur de risque de défaut de la dette souveraine américaine, le CDS spread à 2 ans. Vous voyez qu'il est remonté au plus haut de la dernière décennie, depuis 2012. Et si on prend le CDS à 1 an, on est même au-dessus des niveaux de 2009. Alors là-dedans, il y a une grosse part de spéculation sur les discussions politiques de relèvement du plafond de la dette, mais il y a quand même une part de tension significative sur le système qui apparaît.
Ce qu'il faut voir déjà, ce que j'ai toujours dit, c'est que le risque réel, qui est le plus probable, c'est toujours, il porte toujours sur la monnaie plus que sur les banques. On voit que les banques centrales et les autorités financières sont décidées à renflouer coûte que coûte le système. Sinon, on n'aurait pas eu un mouvement aussi brutal d'expansion du bilan de la Fed et de nouveaux déversements de liquidités. Quoi que la Fed en dise, il y a un changement de cap peu brutal qu'elle n'avait pas prévu, qu'elle n'avait pas anticipé, qu'elle est obligée d'adopter dans l'urgence. Donc voilà, avoir une banque sûre, c'est bien, c'est sans doute bien, mais se protéger contre le risque monétaire, c'est-à-dire contre le risque de dévaluation monétaire, d'inflation sur le moyen long terme, à mon avis, c'est encore mieux parce qu'on aura toujours ces renflouements qui vont se faire et qui, au final, reportent le risque sur l'État et les monnaies elles-mêmes. Donc la stratégie, voilà, c'est l'actif, le comportement le plus sûr à moyen long terme. La banque la plus sûre qui existe pour moi sont des barils de pétrole, sont de l'or, sont les actions des sociétés correspondantes. On peut avoir des foncières peu endettées des côtés, des actifs tangibles, c'est-à-dire que dès que la Fed a engagé son changement de politique, qu'elle se remet à déverser des liquidités dans le système, il se passe assez peu de temps en fait avant que ces liquidités influent à la hausse sur le prix des actifs tangibles. On va regarder ce qui se passe pour les cas précédents. Alors ici par exemple vous avez la situation de 2008. Donc à partir du 12-15 septembre 2008, la Fed injecte des liquidités dans le système, augmente sensiblement la taille de son bilan. On a ici le cuivre. Donc le cuivre, il a fait son point bas aux alentours de janvier 2009, donc on va dire 3-4 mois après. Le pétrole ici, c'est la courbe verte sensiblement au même moment. Et là, on va dire janvier 2009, on a eu le point bas sur le pétrole. Et au niveau de l'or, alors l'or, c'est la courbe rouge. L'or a fait son point bas encore plus tôt, aux alentours de la fin de l'année 2008, d'octobre-novembre 2008. On va regarder sur StockChart avec plus de précision ce qu'il en est. Donc là, je suis sur 2020, je vais changer de date. On va repasser sur ce graphique sur la période 2008-2009. Donc vous voyez ici pour le pétrole, point bas en début d'année 2009, donc à peu près 3-4 mois après le début du quantitative easing de la Fed. Bon, il y a une baisse quand même sensible entre-temps. Au niveau de l'or, on va regarder tout de suite le graphique de l'or. On aura le résultat rapidement. Donc voilà, ce qui se passe pour l'or, on a fait un point bas ici, on va dire octobre-novembre 2008. Ici on a eu la hausse du bilan de la Fed à peu près à la mi-septembre, et après un grand marché haussier sur l'or. Pour la crise du Covid en 2020, donc on va regarder, on se replace sur le graphique, voilà ce qui s'est passé. Vous avez ce petit creux là sur le cours de l'or qui correspond à l'arrivée du virus. Et très rapidement, presque instantanément, après que la Fed ait commencé son programme de quantitative easing, son déversement de liquidités brutal, vous voyez qu'on est reparti rapidement et fortement à la hausse sur le cours de l'or. On est passé de 1450 à plus de 2000 $ l'once. Et là, ça a été immédiat, ça a été en l'espace de quelques semaines. Pour le prix du baril, on va revenir à notre prix du baril. Vous allez voir que là, le décalage avait été, on va dire, d'à peu près 2 mois. Donc mi-mars, le virus arrive, le baril s'effondre, il continue à chuter jusqu'à la fin du mois d'avril, et dès le mois de mai, on remonte, et à partir de juin-juillet, on entre en tendance haussière sur le prix du baril, et ensuite, vous connaissez la suite, on va à plus de 140 $. Donc voilà ce que je constate. Maintenant, la Fed a engagé la hausse de la taille de son bilan. Vraisemblablement, on aura encore peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois de baisse des actifs tangibles, style pétrole et autres, de façon incertaine, mais ça risque de ne pas durer longtemps. J'avais en tête, j'avais dit à mes abonnés,
la récession qui arrive, je verrais bien un point bas du baril aux alentours de 60 $, on n'en est pas loin. Alors ce niveau de 60 $, en fait, il correspond aux courbes des futurs à long terme. Quand vous regardez les futurs à long terme sur le pétrole, ils ont toujours évolué depuis plusieurs trimestres aux alentours de 55-60 $. Ça veut dire que ça semble être le niveau anticipé par le marché à long terme pour un point bas potentiel. On peut peut-être aller un peu en dessous temporairement en cas de panique, en cas de dégradation très brutale des conditions économiques, mais ça risque de ne pas durer longtemps. Si vous regardez le prix donc ce qui s'est passé récemment sur le prix de l'or aussi, on a déjà monté fortement, on est presque à 2000 $ l'once maintenant. Vous voyez ici hein, sur le graphique, 1973 $. Donc il est possible qu'on soit déjà dans une vague de hausse suivante pour l'or. Hein. J'anticipais un point bas aux alentours de 1400-1500 $. J'avoue qu'avec ce mouvement de la Fed, j'en suis vraiment plus sûr du tout. Et bon, c'est très possible qu'on parte déjà dans un marché haussier durable sur l'or maintenant. Une dernière chose sur le pétrole, il y a un graphique qui me paraît intéressant qui est sur ce site Princeton Policy, qui montre les changements de production mondiale de pétrole depuis 2005. Donc vous voyez que le principal contributeur on va dire de hausse de production, c'est-à-dire qui a pu répondre à la hausse de la demande mondiale, c'est le pétrole de schiste américain principalement. Vous voyez que les autres pays comptent pour très peu, donc l'OPEP rien du tout, hein, on n'a pas eu de hausse de production de l'OPEP, on a eu un tout petit peu la Russie, mais maintenant avec le conflit, ça risque de se terminer rapidement. Un petit peu le Brésil, un petit peu le Canada. Mais ces trois pays-là ensemble n'ont pas contribué de façon majeure à la hausse de la production de pétrole mondiale. On est dans un contexte où la demande va monter de toute façon tirée par les pays émergents. Et ça semble caler maintenant au niveau de la production de pétrole de schiste américain. Vous avez eu un article dans Zero Hedge sur le sujet, qui était tout à fait intéressant, qui montrait qu'on n'était pas loin d'un plateau sur la production de pétrole de schiste en ce moment aux États-Unis. Donc dans les années qui viennent, ce qui pourra répondre à la hausse de la demande mondiale, je ne vois pas trop, à part le Venezuela, l'Iran et la Russie, mais donc les États-Unis étant en conflit avec eux, ils sont pour l'instant privés de compétences occidentales, privés des fonds d'investissement occidentaux qui pourraient les aider à développer rapidement leur production. Donc voilà, je pense que vraiment, si vous êtes inquiet aujourd'hui sur le risque bancaire, sur le risque de défaut du système financier, le meilleur choix, c'est d'investir progressivement dans les mois qui viennent sur des actifs tangibles, sur le pétrole, sur l'or, sur des actifs miniers, sur des valeurs des côtés de pays émergents, parce qu'on est déjà apparemment dans une situation où la Fed est en train de changer son fusil d'épaule brutalement et de se remettre à déverser des liquidités dans le système. Alors dans ce contexte, avoir le timing parfait pour basculer vers les actifs tangibles de façon importante sera toujours difficile. On peut se dire, bon, la récession va se déclencher, ça va baisser encore dans les mois qui viennent. C'est très possible que si vous achetez des valeurs pétrolières maintenant, vous perdez 30%, voire même un petit peu plus temporairement, mais vous n'aurez pas à le regretter dans les années qui viennent. On va dire que la fenêtre d'opportunité, elle commence sans doute maintenant et elle pourrait durer jusqu'à la fin de l'année, voire un petit peu au-delà. Mais il ne faudra pas attendre trop longtemps pour le faire, vu ce qu'on voit ici sur ce graphique.